Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais tâcher de vous donner un aperçu des 5 plus grands philosophes de l'Empire du Milieu. Et en commençant sans plus attendre avec le numéro 1, Confucius. Confucius est le fils d'un guerrier à la retraite de 70 ans nommé Kong He et de sa concubine de 16 ans. Confucius, de Kong Fuzi, littéralement Maître Kong, est né en 551 avant Jésus-Christ à Zhou dans l'état de Lu, dans l'actuelle province du Shandong. Son père est mort alors qu'il n'avait que 3 ans. Sa mère et lui ont été reniés par les autres concubines, alors ils sont partis pour la ville prospère de Chufu. Peu attrayant, maladroit et timide, Confucius se distinguait des autres enfants par sa curiosité insatiable et son amour de l'apprentissage tous azimuts. Issu d'une famille monoparentale appauvrie, il a dû se démener pour joindre les deux bouts, occupant divers emplois de vacher à commis à comptable. En tant que seule personne qui ne l'ait jamais aimé, Confucius adorait sa mère, et on raconte que sa mort à l'âge de 23 ans l'ait vu pleurer pendant 3 ans. Seul au monde, sans argent ni liens familiaux, tout ce qu'il avait été son maigre vécu dans un royaume gouverné par la force brute, où des seigneurs de guerre impitoyables saisissaient des terres et asservissaient le peuple. Mais il eut de la chance. Un de ces seigneurs de guerre, reconnaissant de ses talents, la légende raconte que Confucius mesurait 2 mètres, c'était probablement plus proche de 1,80 m, mais encore assez pour dominer la plupart des hommes de cette époque. Le seigneur de guerre l'a donc mis en charge de ses greniers. Confucius se fatiguait cependant de la vie et rêvait d'être un grand ministre. Hantant les bibliothèques de Chufu, il dévore les histoires et la poésie classique à la recherche de la clé de l'avenir de la Chine. Avant de penser aux réponses de Confucius sur l'avenir de la Chine, voici sa citation sur la sagesse. Par 3 méthodes, nous pouvons apprendre la sagesse. Premièrement, par la réflexion, ce qui est le plus noble. Deuxièmement, par l'imitation, ce qui est le plus facile. Et troisièmement, par l'expérience, ce qui est le plus amer. Enfin, voici sa réponse sur l'avenir de la Chine. L'éducation en abondance est pour tous. Il n'avait pas le temps pour les préjugés de classe, prêchant une méritocratie qui verrait les fils des empereurs sans talent réduits à des roturiers et les fils de paysans doués élevés au rang de souverains. Son école a réuni les plus pauvres et les plus élevés, nés dans une quête commune pour devenir des hommes supérieurs. Une aristocratie de caractère noble et non de naissance noble. Pour invoquer un changement sérieux, il avait cependant besoin du pouvoir politique. Et tandis que les dirigeants feraient des éloges sur lui, aucun ne lui offrirait un poste. Enfin, en 501 avant Jésus-Christ, un jeune duc de Lu nommé Ding nomma Confucius gouverneur et il put mettre en œuvre ses idées en pratique. En plus de décréter que les enfants pauvres et les personnes âgées soient nourris aux frais de l'État, Confucius a également effectué des changements inhabituels, tels que son ordre que les femmes et les hommes doivent marcher sur les côtés opposés de la rue. S'étant séparé de sa propre femme, peut-être voulait-il simplement éviter de la croiser. Épousant le principe bien connu de ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, il a défendu une forte loyauté familiale, le culte des ancêtres, le respect des aînés par leurs enfants et des maris par leurs épouses. Sa vision était celle de cercles concentriques émanant de l'homme supérieur jusqu'à la famille, le quartier, la société, la nation, puis le monde. Croyant qu'avec l'exemple d'amour d'une famille, l'amour rayonne à travers l'État. Sa bonté devient la bonté de la société.
Les chefs de guerre rusés étaient loin d'être impressionnés par ce réformateur pacifiste qui autonomisa la paysannerie, qu'il devient riche et subjugant. Cependant, et, et élaborèrent un plan séduisant et simple en envoyant un cadeau de 80 belles danseuses au duc Ding. Les réformes se sont rapidement glissées dans l'esprit du jeune souverain au sang rouge, et Confucius a laissé Ding errer dans le pays à la recherche d'un nouveau prince pour le protéger. Il a rencontré un mélange d'hostilité et pire, d'indifférence, et est finalement retourné à Lu à l'âge de 68 ans, où il a enseigné à ses disciples et édité les poèmes et les histoires qu'il aimait. En 479 avant Jésus-Christ, à l'âge de 73 ans, le penseur le plus influent de l'histoire chinoise mourut. Ignorant l'héritage qu'il aurait sur l'Asie de l'Est, ses derniers mots furent le plaidoyer frustré. Aucun dirigeant ne s'avancera-t-il et me prendra-t-il pour maître? Numéro 2. Sun Tzu, le petit-fils. C'est la Bible de Gordon Gekko à Wall Street. Un méchant de James Bond s'en sert pour se prendre une balle et quand Tony Soprano l'a déclaré bien meilleur en stratégie que le prince de Machiavel, les ventes ont grimpé en flèche. Écrit il y a quelques 2500 ans, l'art de la guerre continue d'influencer la pensée orientale et occidentale sur les questions militaires et bien plus encore. Compilé à la fin du printemps et à l'automne 722 avant Jésus-Christ, par Sun Wu, mieux connu sous le nom de Sun Tzu, un général militaire servant sous le roi Helu de Wu, un aspect de la guerre, du stratagème du champ de bataille à l'utilisation d'espions, plutôt qu'un appel aux armes retentissant. Cependant, Sun Tzu considère la guerre comme un mal nécessaire qui doit être évité autant que possible. Un thème majeur est l'importance de comprendre vos forces et vos limites ainsi que celles de vos ennemis. Si vous vous connaissez vous-même et votre ennemi, vous pouvez gagner une centaine de batailles sans verser une seule goutte de sang, explique Sun Tzu. Ne pas permettre à votre ennemi de vous connaître est la clé. Résumé par la déclaration suivante, toute guerre est basée sur la tromperie. Quand nous sommes capables d'attaquer, nous devons paraître incapables. Lorsque nous utilisons nos forces, nous devons paraître inactifs. Quand nous sommes proches, nous devons faire croire à l'ennemi que nous sommes loin. Loin, il faut lui faire croire que nous sommes proches. Alors que les dirigeants de Mao Zedong et du général Douglas MacArthur se sont inspirés du livre, les conseils du texte sur la façon de déjouer un adversaire afin que la bataille physique ne soit pas nécessaire l'ont trouvé appliqué à de nombreuses entreprises compétitives qui n'impliquent pas de combat réel avec des centaines de titres Sun Tzu sur le marché. Les livres d'affaires appliquent ces leçons à la politique de bureau et à la stratégie d'entreprise, de nombreuses entreprises japonaises faisant de ce livre une lecture obligatoire pour les principaux dirigeants. Il a fait l'objet de livres de droit et d'articles juridiques sur le processus du procès, y compris les tactiques de négociation et la stratégie du procès, et même appliqué au domaine de l'éducation. L'entraîneur de la NFL, 8 fois vainqueur du Super Bowl, Bill Belichick, a utilisé ces leçons pour mieux comprendre la préparation des matchs. L'équipe australienne de cricket l'a cité comme une influence, tandis que l'entraîneur brésilien Luis Felipe Scolari a fait étudier à son équipe de la Coupe du Monde 2022 l'ancien travail au cours de leur campagne réussie. Numéro 3. Lao Tzu. Un bon voyageur n'a pas de plan fixe et n'a pas l'intention d'arriver. On dit que Winnie l'ourson incarne sa philosophie et George Lucas a utilisé son concept de The Way comme la force pour ses Jedi, tandis que les historiens soutiennent qu'il pourrait être lui-même une œuvre de fiction. En tant qu'auteur de Tao Te Ching, Lao Tzu, autrement connu sous le nom de Lao Tzu, est considéré comme le père du taoïsme et vénéré comme une divinité et l'un des trois purs, avec Confucius et Bouddha. Savoir que vous ne savez pas est sain. Faire semblant de savoir quand on ne sait pas, c'est la maladie. Lao Tzu.
Il est diversement soutenu que Lao Tzu est une synthèse de plusieurs personnages historiques, qu'il est un personnage mythique et qu'il a réellement vécu entre le 6e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Nous ne devrions probablement pas trop nous en préoccuper, après tout. Et voici le numéro 4, Zhuangzi. Un fonctionnaire mineur du 4e siècle avant Jésus-Christ dit être le premier anarchiste du monde. Très intéressant. Il a soutenu que le monde n'a pas besoin de gouvernement. En fait, il ne devrait pas être gouverné. Et que le bon ordre résulte spontanément lorsque les choses sont laissées de côté. Un bon ordre résulte spontanément lorsque les choses sont laissées de côté. Zhuangzi. Il est soutenu que la vie est limitée et que la connaissance à acquérir est illimitée, et qu'utiliser le limité pour poursuivre l'illimité est insensé. Une philosophie sceptique peut être mieux résumée dans son dicton le plus célèbre. J'ai rêvé que j'étais un papillon voletant dans le ciel, puis je me suis réveillé. Maintenant je me demande, suis-je un homme qui rêvait d'être un papillon, ou suis-je un papillon rêvant que je suis un homme? Numéro 5, Mencius. Le dernier. Mencius ou Mengzi est considéré comme le deuxième sage de la Chine, venant juste après Confucius lui-même, dont le lieu de naissance n'était qu'à 30 km du sien. Comme Platon à Socrate, Mencius était l'un des principaux interprètes du confucianisme et aurait été l'élève du petit-fils de Confucius, Zizi. Et comme son inspiration philosophique, il était aussi un fils à sa maman, son père étant mort quand Mencius était très jeune. L'un des idiomes traditionnels chinois à 4 caractères les plus célèbres est Meng Mu Xin Tian, littéralement la mère de Mencius bouge 3 fois, se référant à la légende selon laquelle la mère de Mencius a déménagé 3 fois avant de trouver un endroit qui, selon elle, convenait à l'éducation de l'enfant. Très pauvres, ils habitaient d'abord près d'un cimetière où la mère trouva son fils imitant les pleureuses payées dans les cortèges funéraires. Sa mère décida qu'un déménagement était pour le mieux. La maison suivante était près d'un marché de la ville où le garçon commença à imiter les cris des marchands nouveaux riches. Sa mère décida qu'un déménagement était pour le mieux. Elle a finalement trouvé une maison à côté d'une école. Inspirée par les savants, Mencius a commencé à étudier. Sa mère décida de rester sur place. Celui qui exerce son esprit au maximum connaît sa nature, dira Mencius des années plus tard. Autrement dit, apprends à te connaître. Comme Confucius, Mencius a voyagé à travers la Chine pendant 40 ans, à part 3 ans de congé pour pleurer la mort de sa mère. Offrant des conseils aux dirigeants pour des réformes, il affirmait la bonté innée de l'individu, estimant que c'était l'influence de la société qui causait un mauvais caractère moral. On note ici un parallèle avec Rousseau et les philosophies des Lumières 2000 ans plus tôt. Celui qui exerce son esprit au maximum connaît sa nature, et la façon d'apprendre n'est autre que de trouver l'esprit perdu. Étaient 2 phrases célèbres qu'il prononçait à n'importe quel dirigeant dont il pouvait tendre l'oreille. Hélas, comme Confucius, ses idées ont gagné peu de terrain, l'influence méchante de la société avait clairement fait ses preuves dans les dirigeants de l'époque. Déçu de son incapacité à opérer des changements, il se retire de la vie publique. Sa pensée continue cependant. Son livre de conversation avec les rois de l'époque est l'un des 4 livres de base de la pensée néo-confucianaise orthodoxe. Voilà, j'espère que cette vidéo historique vous a plu. Je vous encourage à jeter un coup d'œil sur les autres vidéos de ma chaîne. Merci et à bientôt.